Bon, il me reste 12 minutes 19, ça va être un peu compliqué. C'est bon. Mais on espère toujours. Où est l'écran? Voilà. Donc de manière assez simple, on m'a demandé de préparer un petit peu un topo sur ce que je peux utiliser en tant qu'audioprothésiste. Il est évident que je ne vais pas utiliser tout ce que je vous montre et ce n'est pas moi qui le pratique, évidemment. Par contre, dans mon cerveau, ça a servi à quelque chose et ça m'a permis de mieux comprendre ce que je devais faire. Dans la première idée, quelles sont les innovations récentes? Auto-émission, produit de distorsion, ASSR, speech ABR, potentiel évoqué corticaux, audiométrie vocale chronométrie, pupillométrie, PET scan, IRM fonctionnel, FNIRS. On va tâcher de passer ça rapidement. Les auto-émissions précoces, c'est facile, tout le monde connaît. Cellules ciliaires internes qui fonctionnent, externes qui fonctionnent, par rapport au PEA. Dépistage très pratique. L'âge des patients appareillés a beaucoup diminué grâce à cela. Et deuxièmement, on a retrouvé des patients qui sont neuropathiques, où il y a une discordance entre les PEA et avec un appareil spécifique dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Les ASSR, très intéressants pour nous. Les PEA nous donnaient sur les fréquences aiguës seulement. Les ASSR nous donnent 4 fréquences. C'est la première fois qu'on a quelque chose d'objectif qui permet de corréler l'ensemble. Il faut qu'il y ait une cohérence. Moi, je pratique des ASSR de temps en temps. Et quand je les pratique, quand je n'ai pas de réponse, je ne crois pas les ASSR. C'est-à-dire que je ne crois personnellement des ASSR que si jamais j'ai des réponses positives. Pourquoi? Parce que c'est un examen difficile qui dépend beaucoup de l'attention de l'enfant avec des variations qui peuvent exister. Mais c'est une aide à la méthodologie quand ça existe, c'est évident. Par exemple, cet enfant-là, il a des PEA qui sont plats et des ASSR qui ne sont pas mauvais. On cherche la preuve de l'efficacité de nos appareillages. Le gouvernant nous dit toujours pourquoi on payerait quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Est-ce que la nouvelle technologie est meilleure? Est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent supplémentaire pour avoir un haut de gamme par rapport à un bas de gamme, etc., etc. Ben, j'ai essayé dans quelques diapos de préparer en réalité, oui, j'étais en train de regarder la pendule, de préparer en réalité la preuve de l'efficacité de nos appareillages. La prothèse améliore la participation en diminuant la charge et l'effort de travail. Ça, si on peut le prouver, les gouvernants ils peuvent nous dire qu'on a en effet raison pour les aspects cognitifs. La stéréophonie, c'est la meilleure solution. Un plan unilatéral, un plan bilatéral. Je vais vous présenter un exemple. Des analyses objectives prédictives permettent de choisir des thérapies et d'adapter les prises en charge particulières. On verra ça en analysant les potentiels tardifs, le P1N2, avec la possibilité, etc. Et ça, on s'en sert déjà, puisque moi, j'ai ces seuils qui reviennent vers moi, et des patients viennent parce qu'on a fait ces tests-là. Enfin, ne pas analyser que la périphérie, l'audiogramme. On va analyser aussi le central. Et ça, c'est le PET scan, c'est la FNIRS, c'est tout ce que je vais vous expliquer après si j'ai le temps. Et différencier perception et intelligibilité, c'est quand même un maximum, surtout quand l'enfant n'a pas de langage. Et on a montré tout à l'heure qu'il y avait des tests qui permettaient, sans langage, d'avoir une prédictivité sur l'efficacité plus tard. Pour une meilleure participation, il faut diminuer l'effort d'écoute. Ça, tout le monde le sait. Alors, on va faire une mesure de l'effort d'écoute. Qu'est-ce qu'on a comme méthode d'effort d'écoute? Et je remercie mes 2 stagiaires des 2 dernières années qui m'ont permis et dont je vais présenter le travail rapidement. Alors on pourrait passer beaucoup de temps dessus et je les remercie beaucoup de l'effort qu'ils ont fait. Premièrement, une méthodologie comportementale par la mesure de l'intelligibilité ou du temps de réaction. Deuxièmement, une échelle visuelle analogique, on pose des questions aux patients. Moi, je m'utilise beaucoup avec la FREPA sur tout ce qui est acouphène, au niveau intensité, au niveau gène, etc. Voilà. Et d'autres méthodes qui sont des physiologiques, où cette fois-ci, on a présenté l'EEG que je ne représenterai pas, et l'oculométrie, c'est-à-dire une mesure de la dilatation de la pupille de façon rapide, etc. Pourquoi? On cherche si un réglage est supérieur à un autre. On cherche si différents traitements de bruit occasionnent une fatigue différente. C'est très difficile pour un patient de dire « je suis moins gêné », par contre sa pupille va nous le dire. Une directionnalité adaptative améliore-t-elle l'effort de compréhension dans le bruit? Tout ça, ces tests-là vont nous permettre de le voir. Par exemple, je remercie Roxane Philippi qui a fait un mémoire excellent sur l'audiométrie vocale chronométrée et l'indicateur d'un effort. Donc, elle a pris en réalité un mot pendant... On prononce le mot, on a un temps de réaction du patient et le mot est reprononcé par le patient. On analyse en réalité le temps qui existe là et ce temps est représentatif de la difficulté que peut avoir le patient dans la vie courante. Qu'est-ce qu'on a? Quand on est entendant, on a cet écart en réalité de réponse, c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu de temps pour répondre. Si jamais on a une perte auditive sans appareil, on voit que le temps augmente énormément. Si jamais on a les appareils, on a un temps qui s'est nettement amélioré. Donc on peut penser qu'il y a une diminution importante de l'effort d'écoute et on la mesure, on l'objective par la mesure du temps de réponse du patient avec et sans appareil. Et ça, l'État peut nous dire que notre appareil, il a en effet une efficacité puisqu'il y a moins de gêne.
L'effort augmente avec la perte auditive, donc il faut privilégier ces gens-là. La drame de la surdité, le débit. On regarde ici, par exemple, le temps de réaction d'un entendant et le temps de réaction d'un sourd, non appareillé. Et tout d'un coup, on le voit appareillé, c'est inversé en couleur sur le fond, mais en réalité, on a beaucoup moins de temps. Or, quand je parle rapidement, comme je suis en train de le faire pour essayer de placer dans les 14 minutes 47 qui me restent le message, ben le patient, il ne suit pas. Si jamais il a un temps de réponse qui n'est pas assez rapide, il faut être cortiqué. Vous l'êtes, c'est pour ça que je vais assez vite. Corrélation diamétrique vocale chronométrée. Je remercie Florence Despessert qui nous a fait un très très beau travail en réalité également, parce qu'elle nous a permis de contrôler de façon objective. Là, on disait ça améliore la capacité, mais on n'avait pas la certitude. Elle a fait un travail très très incroyable en réalité dans la qualité de son travail, qui complète celui fait par Roxane dans l'année d'avant, c'est la corrélation de l'audiométrie vocale chronométrée avec la pupillométrie. Alors, la pupillométrie mesure l'intensité d'effort de façon très simple et objective. Cette fois-ci, on n'est pas avec un patient dont le cerveau travaille ou ne travaille pas, on l'a vraiment dans sa tête. L'objectif, c'est en réalité la mesure de l'effort d'écoute chez des entendants et des malentendants. Pupillométrie, mesure du temps de réaction, donc on a couplé les deux, le travail de Roxane et le travail de Florence l'année d'après, avec la nécessité d'une corrélation entre les deux mesures. On ne va pas se mettre à faire de la pupillométrie pour tout le monde. On voulait prouver par contre que le temps de réponse du patient était intéressant parce qu'il était corrélé avec ce dont on avait besoin. Quelqu'un qui répond plus vite et quelqu'un qui fait moins d'efforts, quelqu'un qui fait moins d'efforts et quelqu'un qui participe plus. Et quelqu'un qui participe plus voit ses capacités intellectuelles et cognitives s'améliorer. L'objectif secondaire, c'était aussi de voir que la présence de bruit influence l'attention émotionnelle. Vérifier les hypothèses suivantes. Les malentendants fournissent un effort plus grand que les entendants, ce qui paraît logique, mais qu'on a mesuré. Les malentendants appareillés fournissent un effort moindre que les malentendants non appareillés. Donc, appareillez-vous. Voilà. L'évolution du diamètre pupillaire lors de la répétition d'un mot. On voit ici un petit peu le même schéma qu'avait fait Roxane, où on a l'émission du mot. Et cette fois-ci, on ne va pas regarder, il y a la réponse évidemment, mais on va regarder l'effort pupillaire. Vous avez peut-être remarqué dans cette première image, une pupille dilatée, une pupille fermée. Plus je suis dans une attention, plus ça change. Et en réalité, le diamètre augmente au fur et à mesure. Et on le voit ici, la taille du diamètre augmente en fonction de l'effort que je fais. Et on voit donc qu'on passe d'un effort où j'entends, puis ça monte en réalité, je me pose une interrogation et ça redescend. Et on a mesuré, Florence a mesuré en même temps ce qui se passait au niveau du temps de réaction, de réponse de la personne. Et on va voir qu'il y a une corrélation. On voit donc le temps de réponse, le temps de réaction, le diamètre est indiqué ici, le temps de réaction est là. On voit que ça suit, les deux courbes ici suivent parfaitement l'information. Donc quelqu'un qui a des difficultés et quelqu'un qui a une pupille qui s'est modifiée, mais un temps de réponse qui s'est modifié aussi dans les mêmes proportions. Donc on peut affirmer aujourd'hui que la mesure du temps de réponse du patient à un test, dans le silence et dans le bruit, peut être en réalité corrélée avec quelque chose d'objectif qui montre une amélioration. Donc on voit ça de manière très importante. On voit d'ailleurs ici les mots qui sont prononcés, et de manière rapide, devant, facteur, etc., la liste est bien connue, et on s'aperçoit qu'en réalité la dilatation diminue au fur et à mesure du temps, ce qui prouve que l'effort est moins grand, comme si on faisait chauffer le diesel. Voilà. J'essaie d'aller assez vite. Donc ici, on a des patients qui sont très interindividuels. Ça, c'est un patient normand-entendant, et on voit que sur un mot, il a buté. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que sa pupille, elle a fait la même chose. Donc on est vraiment dans un système où on peut corréler l'ensemble, deux patients normand-entendants, voilà. Et on est dans un système très intéressant où on va en réalité diminuer au fur et à mesure de l'épreuve de travail. Tiens, ça me fait penser que quelqu'un qui est un petit peu âgé, qui ne fait pas attention, eh bien, il faut la faire rendre attention pour que son cerveau s'améliore et pour que la diminution de son effort augmente. Prévenez vos patients avant de leur parler. Voilà. Je passe rapidement là-dessus parce que voilà, il y a des corrélations. On voit que chez le normand-entendant, c'est très corrélé, il n'y a pas de problème. Et qu'en fonction des différents tests qui sont faits, eh ben, on a un intérêt parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une nette amélioration quand vous êtes appareillé, car votre pupille diminue, mais votre temps de réponse aussi, ce qui vous permet de contrôler davantage et de mieux comprendre ce qu'on vous dit. Je passe à une deuxième étude, qui n'est pas celle que je réalise, évidemment, mais que Carnot Coes, chez moi, réalise, avec l'aide du CEA, etc. On a fait les études au niveau du PET scan, qu'on vous a décrit, donc je passe assez rapidement. On met la tête dans le bocal, et en fin de compte, on fait penser aux gens quelque chose. Ça augmente une certaine partie de leur cerveau. Et donc, dans le premier temps, Arnaud Coes, avec son équipe, du CEA avait prouvé qu'il y avait en réalité un cortex dédié au langage avec un paradigme qui était un peu particulier, qui était la transition phonétique. Mais voilà. Donc ils ont refait des études différentes, et il voulait vous montrer, c'est lui qui aurait dû présenter ce diaporama en réalité, mais il a été retenu à l'étranger dans un autre congrès.
Et comme je ne parle pas l'anglais, je préférais que ce soit lui qui y aille. Voilà. Et donc, il y a quelques diapos qui sont en anglais. Qu'est-ce qu'il voulait montrer dans ce système-là? Que la surdité dissymétrique et l'audition binaurale, c'était quelque chose d'important. Par exemple, on voit ici les réponses qui sont faites au PET, avec une possibilité, si vous voulez, de vous montrer que quelqu'un qui est entendant, qui entend des deux oreilles, a les deux hémisphères au niveau temporaux qui fonctionnent. Quand on a des scores de moins de 70% avec un implant cochléaire, donc on a des difficultés qui peuvent exister, l'implant cochléaire fonctionne assez bien, mais quand on rajoute la prothèse en contrôle latéral, stimulation gauche plus la prothèse droite qui a été rajoutée, on a une amélioration du signal. Notre rôle, c'était là de vouloir montrer qu'il y avait une amélioration de la compréhension des gens et d'une efficacité de leur cerveau lors de la stimulation qui existait, lors de l'usage de la prothèse contrôle-latérale, qui a été décrit il y a un moment, puisque dans les premiers temps, dans les années 90-95, quand j'ai commencé à faire un implant, on faisait retirer la prothèse et on mettait même un pansement qui environnait toute la tête. Donc j'avais râlé un petit peu et ça avait permis. Et là, on a la preuve. Donc il y a un apport d'astérophonie que tout le monde connaît et sur lequel je ne fais pas aller plus loin. Faut-il implanter en bilatéral? C'est pas le sujet, mais la réponse est oui. Je pense que d'ici quelques temps, on sera tous implantés en bilatéral dès qu'on aura une surdité profonde bilatérale. Je pense que c'est une évidence. Donc, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. On a besoin d'études objectives qui permettent d'objectiver ça par le besoin de preuves, l'évidence médecine, comme on en a parlé il y a 2 ans dans le congrès. Eh bien, on a là une amélioration qui montre en réalité que 2 implants cochléaires sont mieux qu'un seul, car il y a une vraie différence lorsqu'on a l'un et l'autre au niveau de la structure centrale et des zones de décodage. Le PET scan explique les différences entre les SAR patients et ceux qui ne le sont pas. On voit par exemple ici dans un système versus voix versus non-voix et versus voix versus silence, non-voix versus silence, les différents systèmes. Quand on est les contrôles, ça ce sont des entendants, ça ce sont des gens qui ont un implant cochléaire qui leur donne plus de 80% de compréhension. Et quand on regarde celui qui n'a que moins de 20%, on s'aperçoit qu'il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière et que voix, non-voix, il ne fait pas de différence. On a objectivé là, si vous voulez, que l'implant marchant, le seuil existant, tout marchant bien, on objective en réalité qu'il n'y a pas de différence entre la voix et la non-voix. Donc ça prouve que ce n'est pas la même zone qui est renseignée ou qu'il y a une déperdition d'énergie, comme on va le voir. Alors il a fait une étude assez intéressante sur un cas particulier, dans l'idée, où il va faire un monsieur qui est implanté depuis 2008. Il y a une perte progressive du bénéfice de l'implant cochléaire, un résultat limité avec prothèse. Tout va mal, quoi. Ça se dégrade. L'attestation du bon fonctionnement de l'implant cochléaire par le fabricant, tout semble normal. Ben oui, mais quand on regarde, rien n'est normal. Voilà. Donc il y a très très peu d'informations. Je passe rapidement dessus parce que c'est trop complexe à définir. Mais voilà. On lui fait en réalité une IRM, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une évolution de son hémocylérose, c'est-à-dire de l'accumulation du système ferreux dans le sang, l'évocation d'un traumatisme crânien il y a 30 ans, donc peut-être une brèche qui s'est créée en réalité, une contre-indication donc à la réimplantation. Ce patient n'a pas été implanté. Comment on l'a su? Grâce à l'imagerie, en réalité, et c'était quand même quelque chose de très utile. Alors, le prédictif, l'implant cochléaire, est-ce que ça peut être intéressant et réorganiser les cartes cochléaires? Ben oui, on a un patient, par exemple, voilà, je le décris rapidement. Est-ce qu'il faut faire un implant cochléaire ou pas? On ne sait pas. Mais en réalité, si on avait fait sa mesure IRM, on aurait peut-être vu en réalité une sommation qui existait de bonne façon et peut-être une tonotopie différente, etc. Donc, est-ce qu'on peut devenir prédictif? C'est ce que m'a posé comme question Sterkiers il y a 15 ans. La réponse était non à l'époque dans un test comme ça, mais dans un test plus IRM, on aurait la possibilité de le faire. Une innovation toujours, hein. L'IRM systématique dans le cadre du bilan pré-implant. Donc ils ont mesuré avec l'équipe de Necker où on travaille des enfants de plus de 5 ans, des enfants de 2 à 5 ans et des enfants de moins de 2 ans, implantés cochléaires, évidemment, candidats à l'implantation cochléaire. Et il fait une comparaison entre les 3 groupes. Qu'est-ce qu'on constate rapidement? Lorsqu'on se fait implanter avant l'âge de 2 ans, en réalité, la manière dont on analyse la situation, c'est par le cerveau. Mais le cerveau temporal. Si jamais on attend plus de 5 ans pour implanter la personne, ce qui marche en réalité quand on lui envoie l'information, c'est un système visuel. Il n'a pas la même capacité visuelle et auditive. Et donc on voit donc qu'implanter quelqu'un après 5 ans, comme on s'en est rendu compte en l'ayant fait, ce n'était pas la meilleure solution. Voilà. Et donc on voit donc ici un implanté et un non implanté très jeune, avant l'âge de 2 ans, ils ont le même développement au niveau global, alors que chez l'enfant qui a entre 2 et 5 ans, ça s'écarte. Et puis sur l'enfant qui a plus de 5 ans, c'est encore pire que ça. Donc le cerveau n'est pas plastique autant qu'on l'aimerait quand la personne vieillit. On a la FNIRS, la Functional Near Infrared, qui permet d'être un système non invasif. Donc on met un casque, Necker c'est acheter ce matériel-là et l'utilise. Donc on envoie en réalité de la lumière infrarouge.
Ça traverse et on va avoir une modification qui va se faire avec des produits de contraste, pas de contraste, mais il y a plus de contraste pour la voix. Par exemple, ça c'est pas l'étude de Necker qui n'est pas encore publiée et sur lequel je ne vais pas trop m'étendre comme m'a demandé Arnaud Coès, puisqu'on attend de la publication vraiment pour en parler. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est un enfant éveillé, non prémédiqué, sur les genoux de sa mère, avec une modification des oxyhémoglobines, puisque, comme on vous l'a expliqué, ils n'ont pas la même réception en réalité. Et on est en train de faire une étude à 1 an avant l'implant, 2 ans après l'implant, 3 ans après. Et on va voir si les cartographies qui existent au départ se déplacent ou pas. Le but, c'est de prouver en réalité l'efficacité au niveau central par une méthode objective du système. On a d'autres choses qui sont encore plus intéressantes, que je n'ai pas le temps de développer non plus. Les speech ABR m'intéressaient évidemment beaucoup. Et la machine vaut un peu cher, c'est pour ça que j'avais hésité un petit peu. Mais là, par exemple, il y a des potentiels évoqués auditifs qui peuvent exister dans le bruit et dans le nose. Et le système, c'est cortico. On envoie la fameuse syllabe da 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 répétée dans l'ensemble. On va donc faire une analyse fréquentielle. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette analyse-là, c'est ce qui est fait à l'hôpital Necker, où on a en réalité les potentiels évoqués corticaux qui sont dans une mesure de 150 millisecondes à 200 millisecondes après, qui sont donc P1N1. Voilà. P1N2, pardon. Il y a P1N1, P2N2, voilà. Et qu'est-ce qu'on constate en réalité? Eh ben, c'est qu'en fonction du silence ou du bruit, la manière dont votre cerveau fonctionne n'est pas tout à fait la même chose. On s'en doutait, puisque je me rappelle encore des systèmes de neuros que j'avais trouvés dans un livre qui montraient que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche avaient des fonctions différentes. L'une travaillait plus dans le bruit, l'une dans le silence, l'une temporelle, l'autre fréquentielle. L'analyse est en fait un petit peu globale. C'était très intéressant. Et donc, on est donc en train aujourd'hui de mesurer, par exemple, à l'hôpital Necker, cette onde corticale assez lointaine que personne ne connaît, mais qui est particulièrement intéressante. Et pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est un marqueur central du développement auditif, augmentant au fur et à mesure du développement alors que l'onde N2 diminue. Donc lorsqu'on suit l'onde P1 et l'onde N2, il y a des différences qui existent sur le fond. C'est une vulgarisation, c'est rapide. P1 représente la fonction réception centrale, donc on n'est pas vraiment, c'est plus complexe que ça. Et N2, l'aspect sensoriel. Donc on voit donc qu'il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. L'analyse P1-N2 permet une compréhension du développement et de l'effort d'écoute dans le bruit par rapport au silence. Voilà. Le N2 augmente en cas de difficulté, comme on l'a vu sur l'image tout à l'heure. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet une prédiction. C'était Nina Cross qui avait présenté ça à l'ACFOS il y a 3 ans. Et ça permet une prédiction en réalité de l'efficacité d'une prise en charge et de l'adaptation de cette prise en charge en fonction des résultats sur cette onde P1-N2. Pourquoi? Parce que l'enfant tout petit, il a déjà un marqueur, et même si jamais il est malentendant, même si jamais il n'a pas de langage, on peut prédire un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Moi, j'aimerais être là dans 20 ans pour avoir la capacité de comprendre un petit peu tout ça. C'est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Il ne faut surtout pas que les audioprothésistes restent en dehors. Il faut continuer de se former, les masters, les doctorants. Allez, il faut y aller, tous ensemble. Voilà. Donc, sur l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis obligé de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une prescription prothétique qui a changé. Pour les troubles centraux, je vais effacer les autres de la nomenclature, pour les troubles centraux sur les résultats conjoints du test d'écoute dichotique, des potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs et de l'audiométrie vocale dans le bruit. Donc il faut que les ERL s'y mettent aussi à les mesurer toutes ces choses-là. Le test dans le bruit, ça serait déjà une première chose, puisqu'on a le rapport de 3 décibels de rapport signal-bruit, mais aussi il y a, etc., des tas de choses à faire. Et par exemple, j'ai à peu près appareillé une trentaine d'enfants entendants, avec des troubles spécifiques du langage, une dégradation en réalité du P1N2, avec un système qui est un système que j'utilise en tant que débruiteur. L'appareil n'est pas amplifiant puisqu'il est débruiteur. Il est un petit peu amplifiant, sinon le débruiteur ne sert à rien. Et par contre, on leur a adapté un matériel HF. Voilà. Et ce matériel HF fait que la grande majorité des enfants a une amélioration très très importante. Voilà. On voit donc ici comment c'est mesuré avec le P1N2. On voit bien que le top sign, ce sont les gens qui ont une bonne analyse. En réalité, ce sont les meilleurs, en réalité, ça signal sur bruit. Et ceux qui sont plus bas. Eh bien, on voit que l'effort en réalité qui est fait par l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui est mauvais en réalité, il fait un effort. Donc je sais, en regardant la machine, je sais si jamais l'enfant a des difficultés ou pas en classe. Mais je le sais même avant qu'il parle, pratiquement. C'est donc un truc qui peut être peut-être intéressant et à développer. Donc on voit en effet qu'il y a des différences en réalité entre les riches et les pauvres. Et on s'aperçoit que cette onde change en fonction du bruit et du pas bruit. Et elle change différemment en fonction de si vous êtes un bon sujet ou un mauvais sujet. Donc c'est un traceur qui me paraît très intéressant. Voilà. En conclusion, puisqu'il me reste 44 secondes, la validation des choix sur des groupes est faite grâce à cette technologie. Donc on a vraiment une grande pouvoir pour montrer que nos appareils sont efficaces, etc. Hélas, pour certains,
on n'est pas encore à l'étage individuel. Et le PET scan, par exemple, l'étage individuel est un petit peu compliqué. Des recherches sont en cours pour permettre cette analyse individuelle. Et je pense qu'un jour, il y en aura des outils qui seront beaucoup moins chers que ceux qui coûtent aujourd'hui. Et puis donc, c'est très important parce que moi, ce que je voudrais, c'est prédire pour que le choix prothétique, il évolue et qu'on soit dans un futur proche. Voilà, je vous remercie. Merci à toi.